Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Je rejoins encore une fois Vanessa Saint-Jean, une professionnelle en sexologie, pour continuer notre discussion sur le sexe, le plaisir et la performance. La porno, est-ce que c'est de la science-fiction ou la réalité? Je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de le visionner encore, d'aller voir l'épisode précédent pour en apprendre davantage. Mais on va traiter de nouveaux thèmes dans cet épisode-ci, notamment par rapport à la dépendance. Vanessa, tu t'es présentée dans l'épisode précédent pour expliquer comment et pourquoi ton intérêt, en fait, sur les impacts de la pornographie dans notre vie. Puis je pense que la dépendance, c'est vraiment un des points qui est le plus impactant, si je peux dire ça, dans une vie, par rapport à la personne qui consomme la pornographie. Donc, si tu nous parlais de ça un petit peu, on va pouvoir éclaircir le sujet. Ben oui, absolument. Donc, c'est ça. En fait, il y a une étude qui date de 2016 qui a été réalisée par des chercheurs de l'université Utrecht, je ne sais pas si je la prononce bien, là. C'est une université aux Pays-Bas et en collaboration avec l'université Harvard, qui a révélé que 8,6% des hommes et 3,2% des femmes se considèrent comme dépendants à la pornographie. Alors, bon, premièrement, c'est quoi la dépendance à la pornographie? C'est important de le définir. Donc, en gros, ça se définit par l'utilisation compulsive et répétée de matériel pornographique qui entraîne des conséquences négatives sur le bien-être physique, mental, social ou financier de l'utilisateur. Donc, les recherches ont démontré que, comme la nicotine, l'alcool et les drogues, les scènes pornographiques viennent stimuler le centre de la dépendance dans le cerveau en nous faisant sécréter des taux de dopamine surélevés. La dopamine, plus communément appelée l'hormone du bonheur, c'est une molécule biochimique qui provoque une sensation de plaisir ou d'euphorie. C'est une molécule qu'on produit naturellement dans notre corps, donc c'est pas les substances en tant que telles qui nous l'apportent, mais ces substances-là ou la pornographie, dans ce cas-ci, ça va venir stimuler la partie de notre cerveau qui sécrète cette hormone-là et qui nous donne une sensation de bien-être quasi instantanée. Donc, on pourrait comparer ça littéralement à fumer une cigarette. Donc, pour quelqu'un qui est fumeur régulier, ce besoin-là se fait ressentir. Puis, dès les premières bouffées de tabac qui contient de la nicotine, cette sensation-là de soulagement, de bien-être et d'euphorie est quasi instantanée. Mais c'est un peu la même chose au niveau des scènes pornographiques, au point où il y a des personnes qui sont dépendantes à un niveau où juste de voir leur écran de téléphone, ça vient automatiquement déclencher ce système de récompense-là. Donc, c'est assez effrayant quand on regarde ça. Puis là, on peut s'imaginer tout ce que ça peut entraîner. Hein? Physiquement, il y a des personnes qui doivent se rendre chez le médecin pour des blessures au niveau des organes génitaux causées par la masturbation compulsive. Là, faites vos propres images dans vos têtes. Mais sachez que des micro-déchirures au niveau du vagin, au niveau du pénis ou au niveau rectal, ça existe, puis ça peut être causé par une masturbation excessive.
mentalement, ben, peu importe la dépendance, ça amène un lot de souffrance. Donc, être dépendant de quelque chose, ça veut dire avoir l'impression qu'on n'est pas capable de s'en passer, qu'on est esclave de cette chose-là. Et ça peut amener un sentiment de honte, de culpabilité, une baisse de l'estime de soi. Puis dans certains cas, ça peut même mener à des troubles dépressifs ou anxieux. Moi, j'ai des collègues sexologues qui voient des gens pour des troubles reliés à la dépendance de pornographie, puis je peux vous dire que les impacts sont bien réels. Financièrement, ben, quand on pense aux sites porno, évidemment, il y a toujours du contenu gratuit, mais il y a aussi des sites plus spécialisés avec du contenu très spécifique pour lequel l'utilisateur doit payer. Puis il y a des sites de cam girls aussi où l'utilisateur va prendre le contrôle de ce que l'actrice va faire en lui envoyant des pourboires. Puis ces sites-là génèrent énormément de revenus. Donc, ça fonctionne très, très bien. On peut penser aussi à OnlyFans, hein, les OnlyFans de ce monde. On en parle beaucoup depuis les dernières années. Puis selon un rapport du Business Insider, en novembre 2023, OnlyFans comptait environ 305 millions d'utilisateurs enregistrés. Parmi ces 305 millions d'utilisateurs enregistrés, 4,1 millions étaient des créateurs de contenu seulement, ce qui représente une augmentation de 29% par rapport à l'année précédente. Donc, le 300,9 millions restant, en fait, c'est des consommateurs de contenu. C'est énorme. Puis évidemment, ben, il n'y a pas que du contenu pornographique sur OnlyFans, parce qu'à la base, la plateforme n'était pas conçue pour le contenu pornographique, mais le site le permet, donc ça donne lieu à tout ce qu'on connaît là-dessus. Puis l'association maintenant qu'on y fait avec le contenu pornographique. Contenu pornographique. Hey, je pense que je le dis pas assez souvent, le mot pornographique. Je viens que je mêle mes mots. Mais en même temps, si je peux juste faire une petite parenthèse justement sur OnlyFans, je trouve que c'est une plateforme qui a vraiment démocratisé l'accès à, surtout pour les créatrices et créateurs de contenu. Tout le monde pense que c'est facile, là, tu t'ouvres OnlyFans puis tu deviens millionnaire. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Mais il reste que pour la créatrice de contenu, maintenant, elle peut justement faire ça en sécurité chez elle. C'est elle, sa propre patronne. Elle a pas... Je te dis pas que ça n'existe pas dans OnlyFans, qu'il y a des gérants ou quoi que ce soit là, qui se passe, mais d'emblée, la femme peut justement offrir du contenu de façon sécuritaire, en fait, ce qui n'était pas nécessairement possible avant avec la plateforme de paiement et tout ça. Donc, c'est sûr qu'OnlyFans prend un pourcentage des montants qui sont prélevés chez l'utilisateur, mais il reste que c'est une façon plus sécuritaire. Puis je pense que les travailleuses du sexe, pour les travailleuses du sexe, c'est vraiment une plateforme qui est venue changer la donne, en fait, là, pour que ça se fasse de façon plus sécuritaire là, pour elles. Ah oui, clairement, ça a révolutionné le monde, le domaine pornographique aussi, OnlyFans, puis même qu'il y a des actrices porno qui étaient très, très bien établies depuis longtemps, avec des agences de production, avec des vrais films qui se retrouvaient en DVD ou sur Internet, qui ont décidé de quitter tout ça, de briser leur contrat et de partir à leur propre compte sur OnlyFans. Puis elles disent que ça a vraiment changé leur vie justement parce que elles sont plus maltraitées, elles sont pas sous-payées, etc. Puis leurs revenus leur reviennent vraiment pour le travail qu'elles font versus la cote énorme que souvent les producteurs vont se garder versus OnlyFans, même si je pense qu'on parle d'autour de, c'est 20%
que OnlyFans Ouais, quelque chose retient? comme ça, 20 ou 30 Ouais, que la plateforme, faudrait vérifier là, pour être sûr, mais c'est autour de ça que la c'est plateforme ça. retient sur les Ouais, paiements. Mais dans le fond, tu sais, c'est normal. Toutes les plateformes de formation ou tu sais, que ce soit Patreon ou n'importe quoi, où tu peux avoir du contenu payant, la plateforme prend un pourcentage ah oui, pour payer ses frais, naturellement. Là. Il y a beaucoup de frais reliés à ça. Mais ça fait en ouais, sorte que la personne qui décide de mettre du contenu sur OnlyFans, ben la paye est à elle et pas à une agence, et pas à, c'est ça. à quelqu'un d'autre. Donc, Ouais. ça lui permet de gagner sa vie, puis de le faire surtout de façon sécuritaire avec personne qui la Mhm. contrôle. Là, tu sais. Exactement. Et puis tant mieux pour ce côté-là. Ouais. Euh, Puis c'est ça, je disais que OnlyFans, c'est pas juste du contenu pornographique, mais ça représente quand même une bonne proportion là, de ce qu'on retrouve sur ce site-là. Malheureusement, à ce jour, j'ai cherché, on n'a pas encore de données précises sur ce sujet-là. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent pour du contenu porno. Et il y en a Mhm. beaucoup, en fait. L'ex-PDG, qui était à la tête de Pornhub de 2012 à 2022, a soulevé que seulement 30% des consommateurs du site étaient des femmes. Donc, la balance, on peut s'entendre qu'elle est majoritairement masculine. Puis, on peut Mhm. s'imaginer que les proportions doivent être assez similaires sur à peu près tous les sites et toutes les plateformes là, de contenu pornographique. Probablement, parce que, tu sais, depuis le début de l'histoire de la pornographie, en fait, ça a été créé pour les hommes d'abord et avant tout. Ça n'a pas été créé pour les femmes. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup, qu'il y a des réalisatrices féminines qui essaient de la faire de la porno plus éthique, Mhm. où chaque personne est bien encadrée, bien rémunérée, tout ça. Euh, mais il reste que le contenu est majoritairement fait pour la gente masculine. Maintenant, c'est difficile aussi, tu sais, de trouver, je trouve, de la porno qui, moi, en tant que femme, vient me stimuler, en fait. Tu sais, ça vient pas me je sais pas. Personnellement, j'ai pas trouvé un type de pornographie qui, je trouve qu'il y a pas assez d'histoire en fait. Tu sais. C'est un peu ça le problème. Ouais, ben je sais pas si tu serais du genre à t'intéresser à la littérature érotique Oui. ou maintenant il y a des espèces de c'est vraiment juste de l'audio là, comme des livres audio Mhm. porno. Puis on remarque effectivement, puis ça c'est vraiment une différence biologique, physionomique autant chez l'homme que chez la femme. On dit que les hommes, ou du moins les personnes qui ont le sexe masculin à la naissance, sont des êtres beaucoup plus visuels. Donc, comme ben, tu le Mhm. disais tantôt, là, la visualisation, l'image est extrêmement importante pour la stimulation, alors que chez la femme, c'est plus imaginaire. Donc, il y a une plus grande capacité euh, d'érotiser son imaginaire ou d'utiliser les autres sens pour se sentir stimulé. C'est pour ça souvent que, ben, dans la plupart des cas, c'est plus des utilisateurs masculins qui vont sur les sites porno versus que les trucs audio ou la littérature pornographique, ça s'adresse plus justement à un public féminin. Alors, ça, Mhm. c'est intéressant de constater aussi. Là. Oui, puis je lisais aussi que, dans le fond, lors d'une activité sexuelle, l'homme va plus garder ses yeux ouverts que la femme parce que Ouais. l'homme, il a besoin d'être stimulé visuellement. Ça l'augmente, si on veut, sa sensation de plaisir, le fait d'être stimulé visuellement. Tandis que la femme, pour mieux ressentir, va fermer ses yeux, donc bloquer un de ses sens pour avoir plus de sensations. Donc, Ouais. messieurs, c'est pas parce qu'elle pense aux voisins ou aux facteurs, c'est parce qu'elle veut mieux ressentir On se les concentre. caresses qu'elle reçoit. Exactement. Exactement. On pourrait parler de la banalisation de la violence sexuelle. Mhm. Euh,
Parce que au niveau des types de contenus en ligne, puis on va garder en tête ici justement que ça s'adresse surtout à un public masculin. On remarque que la violence envers les femmes est souvent banalisée et sexualisée. Donc, même si les actrices impliquées signent des contrats et qu'elles savent dans quoi elles s'embarquent, dans beaucoup de cas, pas toujours malheureusement, parce que, bon, on pourrait parler longtemps de trafic humain, des publications non consensuelles de contenu en ligne. On parle de revenge porn, ou tout simplement des personnes qui ont été forcées de faire ces choses-là parce que c'est vraiment une réalité qui existe, mais c'est pas la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, donc on s'entendra pas trop là-dessus. Mais il reste que pour la plupart, ces actrices-là sont objectifiées. Elles sont soumises aux hommes, elles subissent des coups physiques ou elles doivent gaguer très fort durant les fellations. Puis c'est pas rare de constater qu'ils ont des larmes qui leur coulent sur les joues, ils ont des traces de mains sur les fesses à force de recevoir des fessées. Donc, c'est même si à l'écran, l'actrice a l'air de prendre plaisir à ça, faut se rappeler qu'elle a signé un contrat qui peut être très payant. Beaucoup de gens vont faire beaucoup de choses pour de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle aime et ça veut surtout pas dire que c'est ce que la majorité des femmes aiment non plus. Donc, si on s'adresse, disons, aux personnes hétérosexuelles, aux hommes hétérosexuels, mais si votre partenaire ne vous demande pas, ne vous parle pas que c'est ce genre de stimulation-là qu'elle aime, ne prenez pas pour acquis que parce que vous regardez du porno puis que la fille aime ça, que votre partenaire va aimer les mêmes choses. Vous pouvez lui poser la question, demandez-lui, ayez cette conversation-là, parce que oui, il y en a des femmes qui aiment explorer du côté des sensations un peu plus fortes, des fessées, un peu de strangulation. Il y en a qui aiment ça assez hardcore au lit, mais faut le savoir que c'est ce qui plaît à la personne et non pas le prendre pour acquis parce que c'est fou à quel point c'est banalisé au niveau de la pornographie. Oui, puis une autre chose, si je peux rajouter, c'est que dans la pornographie, le consentement n'est pas tellement mis de l'avant. Donc, dans des pratiques qui sont plus rudes, si on peut dire ça comme ça, ben c'est important d'avoir le consentement de votre partenaire, que ce soit le partenaire masculin ou féminin, peu importe. C'est important parce que, tu sais, on veut pas, l'idée, c'est pas de blesser l'autre, c'est pas de, tu sais, donc c'est important aussi, une fois qu'on a le consentement, d'avoir un peu comme dans le BDSM, tu sais, d'avoir une discussion, de dire, OK, ben moi, je suis prête à aller jusqu'à tel niveau parce que c'est important, tu sais, c'est important de respecter son ou sa partenaire dans ses limites parce que, oui, il y a des choses qui peuvent être plaisantes, mais à un moment donné, si c'est trop, ça devient déplaisant et c'est là que l'expérience peut être vraiment difficile. Tu sais, je peux juste prendre, mettons, si on prend le sexe anal, par exemple, puis que le partenaire masculin demande à sa partenaire féminine, « Hey, on essaye de ça, j'ai vu ça, ça a l'air le fun. » Puis qu'elle dit « Ah oui, oui, mais tu sais qu'elle a zéro préparation, puis qu'elle se fait pénétrer, puis qu'elle a de la douleur. » Possiblement qu'il ne refera jamais l'expérience parce qu'elle va dire il n'y en est pas question, tu sais, j'ai eu mal, ça s'est pas bien fait. Mais tu sais, c'est important de prendre le temps, de préparer la personne, d'y aller doucement pour commencer. Tu sais, on va pas commencer à faire des choses physiquement plus rudes sur quelqu'un d'autre ou différentes, là, parce que la pénétration anale, c'est pas nécessairement rude, mais donc, c'est juste qu'il faut avoir le consentement de l'autre personne puis être à l'écoute de l'autre personne qui reçoit cette caresse-là, si je peux appeler ça comme ça, pour savoir si c'est toujours, si ça y fait toujours du bien, si c'est toujours plaisant, est-ce qu'on continue plus fort, moins fort. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, surtout les premières fois qu'on va essayer des choses différentes, ben c'est très important la communication avec le partenaire pour que ça se passe bien. Parce que si on a une expérience négative, on ne voudra pas réessayer, tandis que si on a une expérience positive, ben on va pouvoir aller voir autre chose, tu sais, évoluer là-dedans, là. Absolument. Puis même, je dirais, si on pense au monde du BDSM aussi, parce que on en retrouve dans la porno, puis il y a des catégories porno axées là-dessus.
Mais ce qu'on ne voit pas de ces vidéos-là, justement, c'est toute l'entente qui a été prise entre les personnes. La notion de consentement n'est pas mise de l'avant, alors que dans la réalité, vous demanderez à n'importe quelle personne qui est vraiment ancrée dans le domaine du BDSM, qui vit dans ce monde-là, ils vont toujours vous dire que le consentement, c'est au cœur. Le respect, c'est au cœur des pratiques BDSM. Puis c'est pas, le but, ce n'est pas, le mot violence n'en fait même pas partie. Parce que la violence, c'est quelque chose comment dire, de voulu. On veut faire du mal à la personne, alors que le BDSM, c'est plus l'exploration des sens, des limites, puis c'est toujours fait dans la communication et le plus grand des respects. Si vous allez dans les soirées d'initiation, dans les donjons, ça va être super bien expliqué, puis ils vont être très stricts là-dessus, puis si moindrement quelqu'un n'est pas à l'aise, mentionne que quelqu'un lui fait du mal, mais cette personne-là va être sortie, là. Donc, faut pas s'imaginer non plus pour quelqu'un qui a jamais essayé le domaine du BDSM puis qui se fie vraiment juste à ce qu'il voit sur les sites pornographiques. Il y a vraiment toute une grosse partie là, qui est pas expliquée non plus, là. Donc, Exact. plutôt aller vous informer auprès des bonnes personnes dans la vie réelle plutôt que de vous fier là-dessus, encore une fois. C'est pas mal le filon de l'épisode. Fiez-vous pas au porn, mais Non, c'est ça. c'est arrangé avec le gars des vues. Exactement. Pour poursuivre sur la banalisation justement des violences sexuelles. Donc, l'effet, c'est que les consommateurs qui s'exposent à ce genre de contenu-là fréquemment peuvent voir leurs fantasmes ou leurs attentes sexuelles influencées par ça. Alors que leurs partenaires féminines ne vont pas forcément partager les mêmes fantasmes ou plaisirs au lit. Donc, ça revient à ce qu'on disait, hein, faut en parler, il faut poser des questions et non pas assumer que la personne, parce qu'elle a un vagin, doit aimer les mêmes choses que toutes les personnes qui ont un vagin dans les films pornographiques. Il y a eu une étude qui a été faite sur 6 mois, qui a été menée par 2 chercheurs du British Journal of Criminology en 2021, qui a révélé que sur les 3 sites pornographiques les plus visités mondialement, 1 vidéo sur 8 sur la page d'accueil, donc quand on tombe sur le site, avant même d'aller dans les catégories, on a toujours des vidéos qui nous sont suggérées. 1 vidéo sur 8 sur la page d'accueil avait dans le titre au moins une forme de violence sexuelle. Puis en 2023, la même expérience a été refaite. Donc, on a entré les données, donc tout le texte qu'on pouvait trouver sur les pages d'accueil de ces sites-là pour recenser le nombre de mots qui ressortaient. Puis, en fait, ils en font état dans le documentaire qui s'appelle Porno, un business impitoyable, que vous pourrez trouver sur ici tout.tv. Puis le résultat démontrait maintenant 1 titre sur 5. Donc, ça l'a augmenté entre 2021 et 2023. Puis, c'est 2 ans, c'est pas beaucoup quand même. c'est fou. Puis, tu sais, ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est que entre les 2 études, entre 2022 et 2023, Pornhub avait supprimé près de 50% de son contenu suite à un article du New York Times qui s'appelait, si je me souviens bien, ça s'appelait Children of Pornhub. Puis en fait, c'était un article qui avait fait beaucoup jaser parce que ça dénonçait l'accès à du contenu illégal sur le site de Pornhub. Puis quand on parle de contenu illégal, justement, ben, on fait référence à des contenus où il n'y avait pas de consentement, où le vidéo avait été publié sans l'accord de la personne qu'on voit dans le vidéo, du revenge porn ou des victimes de trafic humain. Fait que c'était 50% de son contenu là, qui avait été supprimé et malgré ce grand ménage-là, ça a quand même augmenté. Ça a passé de 1 vidéo sur 8 à 1 vidéo sur 5 en l'espace de 2 ans où on voit de la violence sexuelle dans les vidéos. Ouais. C'est fou. C'est étrange, tu sais, de voir que des personnes sont stimulées, tu sais, sexuellement par des actes
criminel, violent, ou, tu sais, c'est sûr qu'on va tomber dans les paraphilies, là, j'imagine, mais tu sais, il reste que quand on y pense, c'est un peu épeurant. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est pas toujours évident de le savoir parce que ce qui nous paraît être consensuel ne l'est pas nécessairement. Tu sais, le consentement au sens de la loi, ça doit être un consentement qui est libre, éclairé et enthousiaste. Ça veut dire que la personne doit soit verbalement ou physiquement démontrer qu'elle est d'accord avec ce qui se passe, et ce, à toutes les étapes de la relation sexuelle. Donc, c'est pas parce que ça a commencé parce que la personne avait dit oui, puis que à un moment donné, ça a viré sur quelque chose qu'elle n'aimait pas, et là, elle ne voulait plus que ça continue, ben le consentement n'est plus valide à ce moment-là. C'est aussi que la personne ne doit pas être sous l'effet de substances, de drogue ou d'alcool, qu'elle ne doit pas être inconsciente non plus. Puis il faut qu'elle soit en âge aussi de pouvoir consentir. Donc, tout ça fait que, bon, tu sais, si on fait juste s'attarder au revenge porn. Un revenge porn, c'est littéralement de la pornographie qui est produite sans l'accord et même sans la connaissance de certaines personnes, dans des cas où, par exemple, un ex ou une ex viendrait publier sur Pornhub, parce que c'est assez facile de publier du contenu sur Pornhub. À peu près n'importe qui peut le faire, là, puis ça, c'est un peu inquiétant quand on y pense. Mais ça fait que, justement, il y a eu des ex qui étaient en colère, en maudit après leur ex, puis qu'ils ont publié des vidéos qui n'étaient pas destinées à de la pornographie. C'était des vidéos qui étaient entre eux, qui avaient été... Puis même des fois, ça a été filmé à leur insu. Ça, là, ça peut détruire une personne complètement. Mais pour l'utilisateur commun qui regarde ces vidéos-là, ça a l'air de deux personnes qui sont parfaitement consensuelles, qui ont choisi de faire l'amour ensemble, puis ça a pas du tout l'air forcé ou quoi que ce soit, parce que ça l'était au moment où ça a été filmé, quand les deux personnes étaient en relation. Mais la personne... on n'est pas au courant du contexte. Exactement, c'est ça. Puis la personne se rend compte, des fois des années plus tard, que elle est complètement nue en train de faire des actes sexuels sur les internets, alors que ça n'a jamais été discuté, ça n'a jamais été consenti, là. Fait que c'est pas évident de faire le tri entre ce qui est vraiment du consentement et ce qui l'est pas, puis ce qui est sur la ligne. Fait que, mais c'est ça. Faut juste garder en considération qu'il y a probablement du stock dans ce qu'on trouve sur les sites comme Pornhub qui n'est pas entièrement consensuel. Faut en avoir conscience. Parce que ça reste que c'est des sites gratuits. Ouais. Donc, comme tu dis, n'importe qui peut mettre des vidéos là. Contrairement à, et là je mets entre guillemets parce qu'encore là, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait est consentant, mais contrairement à ceux qui vont acheter un film, par exemple, qui a été produit, qui normalement, là, tous les acteurs ont été payés, ils ont des contrats, tout ça, c'est sûr qu'on doit en retrouver plus dans la porno gratuite que dans la porno payante, j'imagine, je sais pas. Certainement, parce que habituellement, quand c'est des agences, des entreprises de production bien établies, ben ils font très attention, puis ils ont des contrats à signer, puis tout est mis au clair dans le contrat. Donc, les gens ne s'embarquent pas là-dedans sans savoir ce qu'ils font. Après ça, bon, il y a eu des agences qui ont publié des auditions pornographiques sans que la personne n'y consente non plus. Bref, il y aurait toutes sortes de façons de trouver du matériel où il n'y a pas eu de consentement. Mais oui, si on veut, mettons, diminuer le risque de tomber sur du contenu illégal, ben oui, on peut se tourner vers des plus grandes entreprises de production pornographique versus le matériel qui est gratuit en ligne.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu idyllique là, de demander ça aux gens parce que c'est sûr que tout ce qui est gratuit et facilement accessible, ben on a tous plus tendance à se Ben tourner oui. vers ça que de se rendre dans une boutique comme Eros et compagnie, justement, où on peut trouver des DVD encore qu'on peut louer. Écoute, on est quand même à un ère où tout est accessible de notre téléphone. Fait que c'est difficile maintenant de bien départager, je pense, les produits, tu sais, qu'on peut consommer. Fait que c'est sûr que, tu sais, évidemment, en consommant de la pornographie, on est à risque de consommer quelque chose qui était pas éthique ou tu sais, qui avait pas de consentement. Rendu là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire sauf ne pas consommer de pornographie, tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, c'est difficile d'avoir Ouais. toutes les informations nécessaires, en fait, pour dire, OK, ça, c'est de la porno éthique, là. Tu sais, c'est quand même... puis surtout, si on va dans des kings peut-être plus borderline, tu sais, comme des collières ou quoi que ce soit, tu sais, de savoir si la fille avait vraiment 18 ans puis qu'elle a l'air d'en avoir 14 ou, tu sais, c'est quelque chose qui est plus flou comme limite, en fait, je pense, à déterminer. Hein. Exactement. Ouais. Puis la catégorie, tu me fais penser justement à la catégorie teens. Ça a longtemps été la catégorie numéro 1 recherchée sur les sites pornographiques. Mais tu sais, teens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire adolescente, mais ils jouent un peu sur les termes. Hein. Les sites pornographiques là, vont beaucoup jouer sur les mots pour que ça reste dans le domaine du légal, alors que ce qui est j'ai juste le mot portrait, là, mais ce qui est démontré plutôt, c'est pas techniquement légal, mais vu qu'on joue sur les mots, ça passe. Tu sais, teen, ça fait aussi référence à 18. 18 qui est l'âge de majorité dans la plupart des États où le contenu est produit. Donc, on reste dans la légalité, mais souvent, on va justement chercher des jeunes filles qui ont encore un corps très mince, on dirait ils n'ont pas nécessairement passé la puberté, alors elles sont juste faites comme ça, mais puis sur papier, elles ont 18 ans, mais quand on les voit, on le sait là, que c'est voulu, là, qu'elles soient toutes petites, toutes frêles, puis que l'acteur qui les accompagne, à l'inverse, est très très grand, très costaud, puis que ça a l'air un petit peu de son père ou son oncle. Puis d'ailleurs, son beau-père. Son beau-père, ouais, c'est ça. C'est jamais le père, c'est jamais la mère, c'est toujours la demi-sœur, demi-frère. Fait que ça passe, là, mais bon. On le sait, c'est quoi le fantasme qui est mis de l'avant. Oui, exactement. Puis ça a un impact aussi sur les consommateurs qui sont de plus en plus jeunes à consommer de la porno. Est-ce Tout qu'on a à une fait. statistique là-dessus sur l'âge des consommateurs ou... Oui, ben en fait, il y a un documentaire hyper intéressant encore sur ici tout.tv qui s'appelle La Grande Débandade. Puis c'est un documentaire québécois. Puis dans ce documentaire-là, on voit une sexologue qui s'appelle Stéphanie Hull, qui travaille avec, entre autres, une clientèle adolescente et des jeunes enfants. Puis elle nomme que la moyenne d'âge pour le début de l'addiction à la pornographie, du moins sa clientèle à elle, tourne autour de 10 ans. Puis même, elle dit qu'elle a des consommateurs dépendants de pornographie aussi jeunes que 6 ans dans sa pratique. Donc, moi, ça m'a surpris, là. Oui, à 6 ans, mais c'est parce que, justement, c'est pour dire que ils sont exposés à un très jeune âge, puis des fois, c'est pas parce qu'ils cherchent la pornographie, parce qu'ils ont même pas conscience que ça existe. Ça leur est comme popé au visage alors qu'ils visionnent des trucs qui sont faits pour les enfants, mais crème, ils vont les chercher comme ça, là. Ils vont leur mettre des images, ça peut être des petits bonhommes, mais qui sont tout nus, puis qui ont l'air de s'amuser tout nus. Puis là, l'enfant, il est curieux, il clique là-dessus, puis là, ça l'amène
sur un site pornographique et il est exposé à un très, très jeune âge. Puis je veux pas, ça vient aussi jeune que 6 ans, ça va venir déclencher cette partie du cerveau-là, justement, qui est le centre de la récompense ou du moins l'adrénaline, ça vient faire vivre une émotion très forte, très rapidement à un jeune enfant. Puis qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Ben, il va vouloir reproduire ça par la suite, il va vouloir y retourner, aller en voir plus et toujours plus. Et donc, ça peut faire en sorte qu'il y a un cycle de dépendance qui s'installe assez jeune, malheureusement. Parce qu'à 6 ans, là, t'es censé triper ces petites autos puis les Tonka, là, je veux dire. Ouais. C'est pas, tu sais, mettons, dans le développement psychosexuel d'un enfant, mettons, qui est pas confronté à des images pornographiques, là, tu sais, c'est quoi, c'est où dans l'évolution du développement psychosexuel où est-ce que la sexualité commence à être je sais pas, un questionnement, par exemple? C'est vraiment du cas par cas. En règle générale, c'est plus avec la puberté qu'on commence à avoir de l'intérêt sexuel, à vouloir devenir sexuellement actif, mais la curiosité par rapport à ça, puis je pense que il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être pris en compte dans cette hypothèse-là, mais si on grandit dans un milieu, dans une famille, un contexte familial où la sexualité, c'est extrêmement tabou, ben, on le sait, qu'est-ce que ça fait, les tabous? Ça crée de la curiosité, ça crée de l'intérêt. On veut aller chercher de l'information qu'on peut pas parler à la maison. Ça peut être aussi à l'école. Il suffit qu'un seul enfant soit tombé sur de la pornographie et qu'avec son téléphone, il arrive dans la cour d'école puis il commence à montrer ça à tous ses petits amis. Puis là, il connaissait même pas l'existence de ça la veille, mais là, ils sont exposés à un tout nouveau monde. Puis clairement, je veux dire, la nudité, les parties génitales et tout ça, on leur dit depuis qu'ils sont nés que c'est privé, que c'est intime. Donc, être exposé à de la nudité comme ça vient comme éveiller clairement un intérêt qu'ils comprennent pas nécessairement, mais cet intérêt-là est bien réel, pareil, là. Est-ce que le manque d'éducation sexuelle auprès des enfants, des adolescents, fait en sorte que ça intensifie ce besoin-là d'aller consommer des contenus comme ça? Probablement, parce que ça rajoute au tabou, hein. Moins on en parle, moins on rend ça moins on rend l'information accessible, plus on va être porté à vouloir combler nos questionnements, aller chercher de l'information par nos propres moyens. Puis, ben, malheureusement, il y a peu de sources d'informations fiables et sécuritaires pour les jeunes sur Internet. Puis, ils savent pas nécessairement comment la chercher non plus. Donc, quand ils tapent dans la barre Google, c'est quoi le sexe ou faire l'amour, peu importe, ben, c'est quoi les risques qui tombent sur des sites porno bien avant de tomber sur des sites comme celui de tel jeune ou masexualité.ca ou des sites qui sont fiables. Donc, c'est sûr que c'est ça qui va leur tomber dans le visage beaucoup plus vite que de la vraie éducation. Donc, je pense que oui, certainement, ça a un impact. Le fait, puis je parle pas juste d'éducation à l'école, mais aussi à la maison. Je pense que la base de l'éducation à la sexualité, ça part de la maison aussi. Puis à quel point les parents refusent d'en parler ou rendent ça tabou et secret, mais ça va avoir un impact sur la curiosité de l'enfant aussi, puis sa propension à s'intéresser à ce genre de contenu-là. Oui, puis je pense que, tu sais, sans vouloir sermonner les parents, là, les rendre responsables de ça. On a encore, veut pas, des restants de notre éducation judéo-chrétienne, que le sexe, c'est juste pour faire des enfants, que c'est bien que comme on le vit maintenant, c'est différent de ça, mais on dirait qu'en apparence, beaucoup vont être gênés de parler de sexualité, même avec leurs amis, par exemple.
Mais je trouve que c'est tellement important que les parents puissent fournir de l'éducation sexuelle à leurs enfants de base. Là, on parle pas de parler de fantasmes, là, mais tu sais, de partir de comment on fait de comment on est fait, en fait, tu sais, après ça, comment on fait des bébés, comment tu es venu au monde, comment, tu sais, comment ça se passe. Puis, tu sais, selon l'âge de l'enfant, on y va plus ou moins précis dans les détails, mais tu sais, d'aller combler ce questionnement-là, de savoir où est-ce qu'ils vont. Tu sais, moi, je me souviens que mes parents s'étaient embrassés, puis là, je dis maman va avoir un autre bébé, tu sais. Fait que là, ma mère m'a expliqué non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Puis elle avait un livre, tu sais, puis elle m'a tout montré ça. Puis moi, j'étais extrêmement curieuse, fait que je me suis intéressée à ça, tu sais, très tôt dans ma jeunesse, mais puis aujourd'hui, il y a tellement de beaux manuels qui existent. J'inviterais les parents qui ne sont pas full à l'aise d'aller voir dans les librairies parce qu'il y a plusieurs sexologues qui ont fait des livres pour enfants, adolescents, qui va mettre les bons mots, qui va expliquer visuellement aussi avec des belles images. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être outillé pour enseigner à nos enfants c'est quoi la sexualité, puis à chaque éducation, à chaque âge son éducation, disons, là, tu sais, on parlera pas des mêmes choses avec un enfant de 6 ans, par exemple, qu'avec un ado de 16 ans, mais je pense que c'est important de mettre ça de l'avant, puis de faire en sorte que ce soit pas tabou, parce que si la sexualité, c'est tabou à la base à la maison, allô, Minou? Il a voulu se joindre à nous, mais... Néa aussi est tranquille, là, mais c'est ça, si on veut que nos enfants nous parlent, qu'ils puissent se confier à nous s'ils ont des problèmes, au niveau sexuel en grandissant, qu'on parle d'abus, qu'on parle de premier amour, tout ça, ben si ça a toujours été tabou, pour l'enfant, ça va être difficile de dire « Hey, maman, je vis ça », tu sais. Fait que je pense d'avoir une ouverture à ce niveau-là, parce qu'il faut arrêter de se fier sur l'école, là, c'est plate, mais tu sais, l'école, c'est gouvernemental. Faut arrêter de se fier sur le gouvernement pour faire ce qu'on devrait faire avec nos enfants. Je dis pas qu'à l'école, il devrait pas avoir d'éducation sexuelle. Au contraire, je pense que ça fait partie de la vie, de ce qu'on apprend. Donc, je suis 100% d'accord à ce qu'il y en ait. Puis de l'éducation de meilleure qualité, en fait, là, tu sais, offerte par des personnes, tu sais, spécialisées dans le domaine, puis, tu sais, tout ça, plus que par un prof de français qui n'est pas trop à l'aise de dire vulve puis pénis. Je pense que c'est important, mais étant donné qu'on ne peut pas se fier sur le système d'éducation pour ça, ben, je pense qu'à la maison, c'est important au moins d'amener une base à nos enfants pour essayer de leur apprendre, en fait, puis qu'ils soient conscients, puis leur expliquer justement le consentement, etc. Si on explique ça à des enfants, parce que, juste leur dire « Ah, ça, c'est à toi, c'est privé », je pense que c'est pas assez pour que l'enfant soit capable de discerner si quelqu'un a un geste déplacé ou pas envers eux. Fait que je pense que de pousser ça, ça pourrait vraiment être intéressant. Puis comme il y a du matériel maintenant disponible pour ça, tu parlais de sites Internet aussi, je pense que ça pourrait être intéressant pour les parents là, d'amener ces sujets de discussion-là. Là. Certainement, certainement. Puis je vais plugger quelque chose de rapidement parce que pour des parents qui ne savent pas comment aborder le sujet avec leurs jeunes, mais qui veulent le faire, qui veulent bien le faire, il y a toujours tel jeune parent aussi. Donc, tel jeune, c'est connu aussi pour les adolescents. Puis j'en parle parce que je travaille là. Je suis intervenante psychosociale chez Tel Jeune depuis presque 2 ans. Il y a la ligne pour les adolescents qui est précieuse, qui fonctionne très, très, très bien. Mais il y a beaucoup de parents qui savent pas que anciennement, ça s'appelait la ligne parent. Maintenant, c'est tel jeune parent, mais c'est le même service. Puis, ça s'adresse vraiment à des parents d'adolescents en moyenne entre 12 et 17 ans. Donc, des fois, à 12 ans, justement, ces questionnements-là commencent, puis les parents ne savent pas comment bien répondre aux questions de leur jeune ou comment aborder ça, ou ils voient que leur jeune a une première relation amoureuse et oups, là, ça commence à devenir plus sérieux, ça s'enligne peut-être vers la première relation sexuelle, donc comment bien les informer? Ben, sachez qu'il y a des ressources comme tel jeune parent qui sont là pour vous aider si jamais vous êtes perdu.
C'est intéressant, tu sais, de savoir ça parce que je savais pas que ça existait. Personnellement, j'ai pas d'enfants à moi, mais je trouve que c'est important, tu sais, de pouvoir accompagner nos enfants dans toutes ces étapes-là de leur éducation sexuelle. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, veux pas, tu sais, peut-être que les parents, on disait, tu sais, sont pas nécessairement outillés, tu sais, eux non plus n'ont pas reçu d'éducation Ouais. sexuelle. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, de s'éduquer en même temps que leur enfant. Tu sais, ça peut être une belle opportunité, justement, de Ouais. créer un lien, puis de tous les deux apprendre des choses. Tu sais. Je trouve que ça serait... en tout cas, moi, je pense que je l'essayerais. Absolument. Puis sinon, j'ai aussi fait un épisode du podcast Dans la bulle, qui est le OK? balado de Tel Jeune. Donc, il y a un épisode complet dédié justement à répondre aux questions les plus souvent reçues chez Tel Jeune au sujet de la sexualité. Donc, on répond à toutes sortes de questions. Puis, je suis accompagnée de Adam Deragon, qui est influenceuse pour les jeunes de la communauté LGBTQ+. Donc, on démystifie beaucoup de choses par rapport à ça aussi qui sont pas nécessairement claires pour tout le monde, là. Donc, pour les parents qui voient leurs jeunes se questionner par rapport à leur identité ou leur orientation sexuelle, ben on démystifie tout ça. Donc, bref, j'ai fini de plugger, Non, mais ça, mais c'est intéressant parce que des ressources comme ça peut faire la différence, en fait, dans la vie de quelqu'un. Puis, si ça fait la différence, non seulement dans la vie d'une personne, ben ça sera ça. Tu sais, je ouais. pense que c'est pour ça que tu sais, c'est ma mission dans le podcast d'éduquer les gens puis de leur donner des ressources. Fait que non, tu plugues des ressources tant que tu veux. On va mettre les liens justement dans la description du podcast. Donc, les gens vont pouvoir y accéder facilement. Super. Je voulais aussi terminer sur le point de la consommation chez les jeunes, parce que la sexologue Stéphanie Hull, qui est dans le documentaire La Grande Débandade, parlait d'un phénomène important justement qui fait référence à ce qu'on disait un peu tantôt. Chez les jeunes garçons, on remarque qu'il y a très peu d'imaginaire érotique, qui est normal à la base parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas nécessairement développé encore un imaginaire érotique, mais ça se transpose aussi dans l'âge adulte. Donc, on le sait que les jeunes garçons sont plus visuels que les jeunes filles, et ça fait qu'ils ont une propension plus grande à devenir dépendants rapidement à des images qui leur provoquent une excitation. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Puis, plus cette dépendance-là s'installe jeune, plus ça peut être difficile de défaire les associations mentales et le besoin de se tourner vers le matériel porno pour déclencher l'excitation. Donc, c'est pas rare, même que ça devient de plus en plus commun pour des jeunes hommes d'avoir des troubles érectiles alors qu'ils sont en pleine santé, parce que quand ils se retrouvent avec une partenaire humaine sans accès à la pornographie pour les exciter, ça fonctionne pas. Puis là, on prescrit du Cialis, du Viagra, du Levitra de plus en plus jeunes à des jeunes hommes qui n'ont aucune affection médicale et qui les empêche d'avoir une érection. Le trouble érectile, c'est strictement circonstanciel dans ces cas-là. Donc, c'est quand ils vivent un moment d'intimité avec un ou une partenaire et que leur moyen d'excitation habituel n'est pas disponible. Donc, c'est tout un phénomène là, qu'on observe de plus en plus. Puis comme je disais, mais moi, je suis intervenante auprès des adolescents et des plus jeunes aussi depuis plus de 12 ans. Là. Ça fait presque 2 ans que je suis chez Tel Jeune, mais j'avais aussi travaillé longtemps avec les ados avant ça. Je peux vous confirmer que la consommation de pornographie, c'est un sujet fréquent chez les jeunes qui nous contactent. Il y en a beaucoup qui se demandent si c'est normal de vouloir en regarder, si c'est correct d'en regarder, si ça fait d'eux des mauvaises personnes ou des obsédés, puis ils utilisent vraiment le mot obsédé. Puis on a des jeunes qui nous contactent parce qu'ils s'interrogent sur leur consommation, ils pensent peut-être avoir déjà développé une dépendance. Puis à l'inverse, on a aussi des jeunes qui sont traumatisés par des images qu'ils ont vues en ligne. Parce que c'est tellement accessible, puis les jeunes ont pour la plupart déjà une dépendance aux écrans, donc à la technologie, à Internet, ils sont toujours connectés là-dessus. Et ça fait qu'ils sont exposés très, très, très jeunes et très facilement
à des images, puis parfois, ben, ils tombent sur du matériel qui n'avait pas la maturité pour assimiler adéquatement. Donc, ça peut créer des traumatismes chez certains jeunes, là, quand même. C'est quelque chose. C'est clair, puis c'est drôle parce que tu me parlais de ça, tu sais, ce que tu dis par rapport au fait qu'ils consomment de la pornographie, puis qu'ils peuvent avoir des dysfonctions érectiles parce qu'ils sont pas assez stimulés quand ils sont en contact avec une personne. Puis je voyais juste dans ma tête, exemple, les filles de Caleb, là, que, tu sais, ils effleurent le cou, puis, tu sais, tu vois dans la scène qu'il y a une tension sexuelle qui s'installe, tu sais. Là, tu fais comme, OK, il y a 100 ans, mettons, tu sais, juste de se dénuder les épaules ou, tu sais, d'ouvrir un petit peu la chemise, c'était comme frivole, là. Puis que, tu sais, les garçons, ils étaient tous émoustillés. Fait que, dans le fond, tu sais, l'évolution de l'accès à tout ça, c'est venu en sorte que, justement, tu sais, ils n'ont plus cet imaginaire-là, tandis que dans le temps, mettons, s'ils voyaient juste une épaule puis ça les excitait, ben, c'est parce qu'il y avait un imaginaire qui venait là avec tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des données là-dessus sur la capacité, justement, à avoir un imaginaire érotique chez l'homme a diminué, par exemple, tu sais, au fil du dernier siècle. J'ai pas trouvé d'études à ce sujet-là. Ça veut pas dire qu'il en existe pas. Mais il doit certainement en avoir quelque part parce que c'est juste l'accès à la technologie, l'accessibilité à la pornographie de nos jours, ça a tout changé, là. Puis c'est pas nécessairement tout du mauvais non plus. Mais ça a définitivement révolutionné nos mœurs sexuelles, nos fantasmes, nos attentes, notre estime de nous, notre confiance en nous. Ça a développé des problèmes chez certaines personnes. Donc, c'est pas pour rien là, qu'on vient de faire un deuxième épisode sur le sujet, puis on aurait pu en parler bien plus longtemps parce que il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui révèlent des choses assez fascinantes là, sur à quel point la pornographie a des impacts bien réels et tangibles. Pour certaines personnes, c'est plus grave, pour d'autres personnes, ça l'est pas. Je pense que c'est toujours du cas par cas, puis il faut faire une certaine introspection aussi par rapport à notre relation avec la pornographie. Qu'on en consomme ou qu'on n'en consomme pas, parce qu'il y a des gens aussi qui n'en consomment pas du tout parce qu'ils démonisent la pornographie, puis faut pas toucher à ça, c'est caca, mais tu sais, c'est juste d'avoir un rapport sain, je pense, avec ce contenu-là, puis comment nous, on se perçoit par rapport à tout ça. Donc, si j'avais à dire un fin mot de la fin là, pour clore le sujet, ben, ça serait que l'objectif des 2 derniers épisodes, en fait, c'était pas de démoniser la pornographie, mais bien d'apporter une réflexion saine sur le sujet, puis de permettre une conscientisation sur ses impacts. Visionner de la pornographie, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est important d'avoir ces réflexions-là introspectives sur notre relation avec la porno. Puis aussi, ben, j'encourage les parents de pré-ados et d'ados à ne pas mettre de tabou sur le sujet à la maison parce que c'est sain d'en parler sans honte pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise de poser leurs questions et comprennent mieux c'est quoi réellement de la pornographie. Puis, ben, si vous êtes capable de vous en passer complètement et que vous avez une libido en santé et que vous êtes quand même apte à vous donner du plaisir simplement avec votre imagination, je vous fais un gros high five à travers l'écran. Puis tant mieux, c'est bien. Tant que tout le monde est bien là-dedans, c'est le plus important. Puis je voulais aussi rementionner plutôt les 2 documentaires que j'ai dit. Je pense que tu vas les mettre dans la description du vidéo. Mais pour ceux qui écoutent, sur ici tout.tv, vous avez du contenu gratuit. Faut juste avoir un accès membre, mais c'est gratuit. Il y a 2 documentaires qui sont vraiment intéressants sur le sujet de la porno et de ses impacts. Il y en a un qui s'appelle
porno, un business impitoyable. Et ça parle surtout de Pornhub. Donc, c'est une femme qui, je crois qu'elle vient de France, puis elle vient à Montréal faire un documentaire justement sur comment ça fonctionne chez Pornhub. On apprend beaucoup de choses. Bref, je vous laisserai aller trouver ça. Puis le deuxième documentaire dont j'ai parlé, c'est La Grande Débandade, qui est un documentaire québécois qui parle plus justement des impacts at large de la pornographie. Puis aussi de la médication qu'on peut trouver là, pour faciliter les érections comme le Cialis, Viagra, les Vitra, de faire attention parce qu'on en trouve facilement aussi sur Internet. Puis ça, ben il y a des jeunes personnes qui peuvent tomber victimes de mauvais produits là-dedans, puis ça peut être très dangereux pour leur santé. Puis je pense que tu parlais de SexInc aussi, là, qui serait intéressant. Qui est sur Illico. C'est sur Illico, ça veut dire qu'éventuellement, ça va peut-être être disponible là, sur le groupe TVA. Mais en attendant, vous pouvez le visionner. C'est vraiment intéressant parce que ça parle de l'évolution, en fait, de la pornographie. Puis pas juste de la pornographie, mais on va aussi avec les boutiques érotiques. On couvre vraiment le sujet là, de l'industrie du sexe, en fait. C'est vraiment intéressant de voir comment ça a évolué, comment ça s'est transformé au fil du temps. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai trippé à regarder les épisodes. Je trouvais qu'il n'avait même pas assez. Donc voilà, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode parce que je trouve ça le fun de pouvoir laisser des ressources là, pour pouvoir aller creuser plus loin pour ceux qui trouvent que 2 épisodes, c'était pas assez pour en parler parce qu'on pourrait en parler tellement longuement encore. Mais je pense qu'on a fait le tour des principaux sujets par rapport à ça. Puis juste pour enchérir ce que tu disais, le but, c'est pas de démoniser, mais de conscientiser nos auditeurs, auditrices à c'était quoi les impacts de la pornographie. Puis une fois qu'on est conscientisé, ben on peut consommer de façon beaucoup plus saine la pornographie, je pense. Donc, l'idée, c'est ça, c'est toujours d'avoir une relation saine avec notre sexualité, puis d'ajouter de la pornographie, ça peut être intéressant à différents niveaux, mais il faut juste être conscient des pièges que ça peut apporter. Puis si la pornographie a un impact négatif sur votre vie, ben je vous invite à consulter si nécessaire une professionnelle en sexologie parce que justement, cette personne-là peut vous aider là, à bien discerner la problématique puis vous aider à vous en sortir. Donc, là-dessus, Vanessa, je vais te dire un beau merci. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres épisodes. On a tellement de plaisir à discuter de tous ces sujets-là ensemble. Fait que à la prochaine, très certainement. Merci à toi. Bye bye. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.